Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Il y a plus d'efforts du côté des femmes quand même. Les femmes s'écoutent plus, les femmes sont plus dans l'émotionnel, donc elles seront plus sensibles à ça. La femme, c'est la mère, c'est celle qui s'occupe de ses enfants, c'est celle qui a quand même un œil et qui ressent aussi intuitivement les choses. Mais l'homme est tellement toujours dans l'action et dans l'ego qu'il fera un déni. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le chiffre d'affaires d'un psychologue ou que le vide dans les églises de France. Bienvenue dans votre émission Les funérailles des tabous, émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission, semaine après semaine après semaine, de répondre à l'injonction posée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation passive et encore plus loin de l'émotivité autodestructrice. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème majeur, mais avant, je me dois quand même de vous remercier au nom de toute l'équipe pour les marques de considération que vous ne cessez de nous accorder à travers des likes, à travers des partages, à travers des commentaires constructifs, à travers vos abonnements qui, pour nous, constitue un véritable carburant. Vous le savez, la route de notre renaissance est encore longue, semée d'embûches, mais surtout semée de détermination. N'en doutez pas une seule seconde. Je vais mener aussi bien que possible cette thématique, cette émission du jour, en compagnie d'un frère d'armes, d'une sœur d'armes, le frère aux yeux perçants et aux conseils financiers qui ne sont pas moins, et aujourd'hui, cofondateur de la Nekao School. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas bien gérer vos finances. Loïc. Bonjour Herman, merci pour cette belle présentation. Franchement, j'ai pas grand-chose à ajouter, mis à part le fait que la santé mentale a toute sa place dans la construction de ses finances, donc un vrai plaisir d'être là. Merci à toi. Et la sœur que j'aime appeler la Harriet Tubman de la découverte de sa spiritualité, que vous appréciez par sa douceur, mais surtout par sa finesse d'esprit, Florie. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette présentation également. Ravi d'être là. Vraiment, la santé mentale, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, comme vous avez pu peut-être découvrir la thématique, je vais quand même la replanter le décor pour la mettre en perspective. Le 16 avril 1986, cœur de la nuit, l'Europe a été secouée par un accident, par un drame. La centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé, répandant autour d'elle l'effroi, l'horreur, la radioactivité. Les gouvernements se sont mis en branle. Comment réagir? L'imprévu est arrivé. Mais à bien y regarder, à l'échelle de la communauté afro, n'existe-t-il pas un Tchernobyl psychologique qui se répand, non pas depuis 1986, non pas depuis 1886, mais depuis à minima 1454, à l'occasion de la bulle papale de Nicolas V. La Tchernobyl mentale causée par l'esclavage, par la colonisation, et qui aujourd'hui se répand à différents degrés, que ce soit sur le continent ou à l'échelle de la diaspora. J'en veux pour preuve un exemple parmi mille, Thierry Henry, un sportif hors pair, et qui, contre toute attente, tout récemment, s'est livré à cœur ouvert, en larmes, sur les douleurs qu'il a rencontrées. Lui-même avait été atteint de cette radioactivité mentale. La question ainsi se pose, comment se fait-il qu'un phénomène aussi présent soit aussi peu abordé dans notre communauté? La santé mentale serait-il le grand tabou de la communauté afro? Et évidemment avec toutes les composantes que l'on va traiter, en compagnie d'une championne olympique, Maya Metela, et entrepreneuse. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Sois la bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Ainsi que Sophie Luon, qui est psycho-énergéticienne. Je ne vais pas prendre de risque de mâcher ce terme, je vous laisser le soin, on excusera. Psycho-énergéticienne. Énergicienne, vous voyez? On coupera, hein. Énergéticienne, merci, sois la bienvenue. Merci. Et enfin, Geneviève, cofondatrice
de Lango. Bonjour Herman, bonjour à tous. Donc, je suis Mendy Geneviève Pichard. Je suis cofondatrice de l'agence Lengo, qui est la première agence matrimoniale dédiée à la communauté afro-caribéenne. Et nous, notre spécialité, c'est qu'on allie développement personnel, dont guérison des blessures, et matchmaking pour maximiser les chances de réussite des couples formés. Très bien, beau programme, belle initiative que l'on ne peut que encourager. Alors, ayant introduit mon introduction en m'appuyant sur l'exemple de Thierry Henry, un champion, et que nous avons l'occasion d'avoir une championne parmi nous, eh bien, on va lui céder la parole pour introduire ce sujet. Mariam était là. Rebonjour, tu as été championne. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la santé mentale et éventuellement des difficultés que tu as été amenée à rencontrer durant ta carrière et après ta carrière sportive? J'ai eu de la chance où, pendant ma carrière, j'étais très bien entourée. Sur la partie mentale, j'étais pas du tout quelqu'un qui stressait. Je faisais comprendre à mon entourage. Et j'ai eu la chance où il y a une mise en place la partie, souvent qu'on dit méditation, respiration. Le yoga a été mis en place, que j'ai pris très au sérieux. Au début, non, mais j'ai très vite, au bout de quelques séances, je me suis dit que ça me servait beaucoup pour ma préparation, pour l'approche de mes compétitions. Et alors, tu m'excuses de te couper sans vouloir te manquer de respect. Oui. Pour celles et ceux de nouvelle génération qui éventuellement... qui ne me connaissent pas. Voilà. Bien sûr, avec grand plaisir, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis vice-championne olympique de natation, vice-championne du monde et 5 fois championne d'Europe. Je suis originaire de la Guyane. On est 3 dans la famille à passer dans la natation. J'ai encore mon frère qui est en équipe de France. Et moi, j'ai arrêté ma carrière en 2009. Et donc, pendant ma carrière, il y a eu un moment où je me suis posé la question, est-ce que j'avais envie d'arrêter? Le moment du burn-out est arrivé à la fin de ma carrière et ma mère l'a tout de suite vu et elle m'a dit, tu as besoin de vacances, pose-toi. Et en fait, c'est là que j'ai décidé d'arrêter. J'ai su que le sport que j'aimais depuis que je suis petite, j'ai commencé la compétition à l'âge de 6 ans, je me suis dit, je ne pouvais pas arriver jusqu'à un dégoût. Ah oui. Ouais. Je ne supportais plus l'odeur du chlore, je ne supportais plus le fait d'aller à la piscine, d'enfiler un maillot, avoir des cheveux mouillés. Voilà. Après, il y a tout ce côté où nous, personnes afro-descendantes, on a les cheveux afro, il faut les défriser pour faire rentrer dans un bonnet. Il y a tout un truc où tu gardes des cheveux mouillés presque, on va dire, du lundi au samedi jusqu'à tu finis ton week-end. Tout ça, je ne le supportais plus. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que tu arrêtes. Tu peux pas arriver à ce dégoût. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai décidé d'arrêter. Il y en a certains qui ne le décident pas. Et en ce qui te concerne, est-ce que cette décision, c'est la conséquence d'un excès de pression extérieure, par exemple d'un entraîneur ou d'un parent, sur la compétitivité, la soif de conquête? Ouais, on te demande, forcément, on attend de toi d'être compétitive. Moi, j'étais à une période où ça devenait très compliqué d'être compétitive. J'étais passée dans des périodes, alors pour être rapide, je fais vice-championne olympique en 2004, vice-championne du monde en 2005. 2 mois après ma médaille au championnat du monde, j'ai une blessure. D'accord. Et avant la blessure, parce que tu as dit quelque chose de très important, et je fais le parallèle avec Thierry Henry qui expliquait que quand il mettait 6 buts, son père soulignait uniquement les buts qu'il n'avait pas marqués. Quand tu étais vice-championne du monde, c'est-à-dire juste avant la première, ouais. Est-ce que tu percevais ta médaille comme une défaite? Non, c'était une médaille d'or. Okay. Les 2 médailles que j'ai eues au monde olympique et monde, pour moi, c'était des médailles d'or. Je ne vais pas raconter tout, sinon on va faire toute l'émission. Mais j'avais fait 4e avant ma médaille olympique. Okay. Et à rien. Donc je me suis challengée, j'étais en colère et je suis allée chercher cette médaille. Et au championnat du monde, j'avais perdu mon père 1 an avant ma médaille olympique. Et au championnat du monde, avant ma finale, j'ai eu un reboost ou un truc qui est revenu suite au décès de mon père, qui m'a donné envie d'aller chercher une médaille. Et je me suis dit, je ne peux pas revenir sans médaille. Cette médaille, je la veux. Ton père t'accompagnait dans ton processus de conquête sportif? Non. Ok. Mon père était très discret. D'accord. Ma mère était présente. Okay. Ma mère était présente du début jusqu'à la fin. Je l'emmenais partout avec moi, partout dans le monde. Elle vivait en Guyane et moi, je vivais à l'INSEP, à Paris.
Et peu importe les compétitions, peu importe, j'étais en Chine, en Australie, au Canada, je l'emmenais avec moi. J'avais besoin que ma mère soit là, soit présente. Et psychologiquement, ce n'était pas une tortionnaire, elle était plus une Pas du accompagnatrice. tout. Alors, on parlait tout à l'heure, avant l'émission, où il y a les parents il y a beaucoup de parents, comme on peut voir, qui crient derrière leurs enfants, ils sont au bord du stade. Et on dit, vos enfants sont là pour prendre du plaisir, ne leur criez pas, ne les engueulez pas, ne les insultez pas. Moi, ma mère n'insultait pas, rien du tout. Ma mère était présente, on a été 2 filles, elle a eu un garçon beaucoup plus tard, mais on était 2 filles à aller à la compétition. Et dans la voiture, entre la maison et la compétition, ma mère, elle nous donnait tous les ordres. Elle nous disait ça, tu dois faire. N'oublie pas ça. C'est pas quelque chose où elle nous criait dessus. D'accord. Et on savait que maman était présente, elle était là pour nous encourager et nous rebooster parce que on est jeunes, on peut se laisser aller, les copains, les copines, on rigole. Ma mère, elle prenait ça très au sérieux, mais ça nous a beaucoup aidés ensuite. Et quand je disais en 2005, je me suis blessée, j'ai eu une inflammation au cartilage du thorax et ça a été compliqué. On m'a obligée d'arrêter pendant 1 mois, de plus nager. On m'avait dit, retourne en Guyane. J'ai fait non, je reste en métropole. Je vais dans le sud, je vais voir des amis. Et quand il faudra revenir, je reviendrai. Et cette blessure m'a beaucoup fait perdre au niveau international. Quand je suis revenue, les filles, elles étaient... Ah, ça va si vite que ça? Ça va très, très vite. Nous, on rate un entraînement, il faut 3 entraînements pour revenir. Waouh! Ouais, c'est très compliqué, Très, très la haut natation. Ça demande beaucoup d'investissement. Tu fais combien d'entraînements par semaine? Un entraînement par jour? 2 entraînements par jour, sans compter la muscu. Donc, on a 6 heures d'entraînement par jour. Du lundi au samedi midi. Et en tant qu'afro, si je puis me permettre, est-ce que tu te sentais porteuse d'une responsabilité supérieure quand on sait qu'on associe rarement les afros à la natation? Ouais, c'est vrai. Non, je me mettais pas ça dans la tête. Pour moi, j'étais comme toutes les autres camarades de l'équipe de France. Et de l'extérieur, jamais personne ne te l'a fait sentir? Non, mais j'entendais les réflexions, c'est sûr. J'entendais les réflexions, ou que ce soit les coachs ou les camarades qui disaient ils sont assez étonnés de voir une blague en équipe de France qui performe. Et je le sais. Tu étais dans ta bulle, tu n'as jamais été atteinte? Jamais, non. Je faisais en sorte de rester concentrée sur ce que je savais faire et de montrer que j'étais présente. J'étais là pour performer, point. Voilà. Tu dirais que c'est peut-être l'accompagnement de ta mère qui faisait que... Peut-être, c'est quelque chose de naturel que je faisais. Je me protégeais en même temps. Et ça m'a beaucoup protégée tout le long de ma carrière. Parce que c'est vrai que j'étais des fois la seule black de l'équipe de France. Des fois, j'étais la seule black de la compétition. Mais c'est pas pour ça que je me disais, je suis la seule black, c'est bizarre, quoi. C'est vrai qu'on m'a fait souvent la réflexion quand je suis devenue vice-championne olympique en me disant, mais tu te rends compte, tu es la première black médaille olympique. J'étais pas la première black, mais c'est vrai que quand on me reprenait toujours de dire, je suis la première black, je suis la première black. Je suis la première médaille olympique guyanaise. Oui, je suis fière, mais me sortir à chaque fois que j'étais la première black, c'était pas ce qui t'animait quand tu te portais. Non, j'avais juste envie de performer et montrer ce que j'étais capable et que j'avais ma place. Là où j'étais, j'étais performante, j'étais capitaine de l'équipe de France. Donc voilà, ça allait pas plus. Donc à quel moment, est-ce que justement dans un souci de santé mentale ou le fameux burn-out, comment on en arrive à ça alors? Alors, blessure, il faut que je revienne au meilleur niveau. 6 mois après, j'ai la gale pendant un stage. Ça me bouffe toute l'énergie de préparation. J'essaie de revenir. Et pendant 3 ans, j'essaye de me battre à l'entraînement pour revenir. Et en fait, tu es là. Et au fur et à mesure, tu comprends que tu es descendu parce que tu étais blessé, que tu as attrapé une maladie. Et tu essaies de revenir, tu te bats, je me bats à l'entraînement. Avant, j'allais à l'entraînement, j'étais ravie. Et en fait, je traînais les pieds à ce moment-là. Pendant 3 ans, je traînais les pieds pour aller à l'entraînement. J'étais plus trop motivée. Et quand je prenais du plaisir à l'entraînement, j'étais trop contente en me disant « J'ai traîné les pieds, mais je suis super contente, j'ai fait un super entraînement. » Et c'est dire que ça peut revenir encore le lendemain matin. Là, tu sens que tu rentres dans une routine qui n'est pas la bonne parce que ta motivation n'est plus la même. D'accord. Et
Et autour de toi, tu avais des motivateurs? J'avais pas forcément des motivateurs, non. Je crois que ça se voyait pas que je traînais les pieds. D'accord. Y compris des yeux de ta mère? Non. Pas perçu. Alors moi, j'ai changé, j'ai fait en sorte de me dire, j'ai marre de cette routine. Il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et en fait, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé de site d'entraînement. Je suis partie de Paris, je suis partie dans le sud-ouest, à Toulouse. J'ai changé de cadre d'environnement pour prendre du plaisir à me dire, il faut que j'arrête de traîner ses pieds avant pour aller à l'entraînement, c'est pas possible. Et ce cadre d'entraînement m'a motivée. D'accord. M'a motivée et pendant un an, j'étais ravie d'aller à l'entraînement. Pendant un an, je m'entraînais, certes, en piscine découverte pendant l'hiver, j'y allais, j'ai changé, mes camarades d'entraînement n'étaient plus les mêmes. C'était important, il faut savoir que certes, on fait un sport individuel, mais dans l'eau, c'est un sport collectif. Ceux qui, quand tu es en train de pleurer dans tes lunettes, l'entraîneur ne le voit pas, tes camarades d'entraînement le voient. Et c'est eux qui te motivent. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je lui dis, c'est un sport collectif. On a mal, on pleure, ce sont les camarades qui nous soutiennent. L'entraîneur, il a 15-20 personnes à entraîner, il ne le voit pas des fois. Et ensuite, arrivé là où je décide d'arrêter, le burn-out. Je décide de finir mes études. Je me suis dit, non, j'arrête. Ah, en parallèle, tu étais engagé dans un Ah oui, cursus complètement. Scolaire? Ouais, je faisais une école de journalisme et je me suis dit, bon voilà, je finis mon école de journalisme. Et à un moment où on me dit, j'ai mon diplôme, on me dit, Malia, on veut bien t'embaucher, mais en indépendante et tout. Je connais pas, je rentre auto-entrepreneur. Et arrivent les Jeux de Londres, où je vais en tant que consultante. Et au retour, on me dit, on te garde pas. On te garde pas. En tant qu'indépendante. On travaille plus avec toi. Et là, je me suis dit, comment je fais pour payer mes factures? D'accord. Comment je fais? Et j'arrive sur la petite mort du sportif de haut niveau. Ok. Je ne trouve pas de boulot. La petite mort du sportif de haut niveau. Je trouve ça très pertinent, l'idée de la petite mort que tu es en train de mettre en avant. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu as pu dire avant, lorsque tu dis que, j'ai la sensation que pour toi, ça t'a été pénible de dire que tu étais la nageuse noire ou black. Et c'est marrant parce que pour moi, qui étais jeune et qui te regardais nager, moi, j'étais fier de voir une noire déjà qui était compétitive dans l'eau, déjà qu'on n'avait pas la réputation de savoir bien nager. Et autant tu as peut-être eu l'étiquette d'eux, mais faut te rendre compte aussi que pour cette raison-là, tu as été une fierté pour des personnes comme nous. C'est vrai. J'étais pas mal ou je le prenais pas mal. Je savais que j'étais un exemple parce que grâce à mes performances, puisque j'étais toujours dans le club de Guyane quand je faisais les performances, j'étais un exemple pour toute cette génération et ça a permis à beaucoup de jeunes petites filles ou petits garçons à se remettre au sport, à se mettre au sport, à faire du sport, à aimer le sport, à se dire que c'est possible. Elle a réussi, elle vient de chez nous et c'est possible. Non, j'étais fière de pouvoir montrer cet exemple, mais je ne voulais pas se dire que parce que j'étais black, on devait me le redire et me le mettre en pleine face à chaque fois. Tu voulais pas être la Rosa Parks de la natation, quoi. C'était un peu ça. Tu voulais pas porter un combat. Mais je savais que j'étais une fierté parce que on pouvait arrêter de dire que les blacks ne savaient pas nager. Alors, c'est très intéressant. Et avant de céder la parole à Sophie, dont je sais qu'il y a beaucoup de choses à nous dire sur cette thématique, comment toi, tu as perçu la traversée je ne vais pas dire du désert, mais en tout cas la brutalité qu'a subi Marie-Josée Pérec, qui était aussi un modèle sportif. Alors, Marie-Jo, je la connais très très bien, on en parle, parce que c'est sûr que à l'approche des Jeux, on se dit, on a très envie que ce soit Marie-Jo qui allume la vasque, et elle me parle de ce moment du désert qu'elle a traversé. En fait, Marie-Jo, elle avait ce côté où elle se protégeait beaucoup de la partie journaliste. Elle dit, certes, j'ai un boulot à devoir dire ce que j'ai ressenti, comment j'ai gagné. Ça s'arrête là, et après, elle se barrait. Oui. Pour elle, c'était point. Ils n'avaient pas besoin de savoir plus. C'est je fais ma course, je fais une fois une interview et je me casse. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de rester concentrée. Elle, c'était la performance. Ok. C'était juste la performance. Elle était là pour performer.
Elle n'avait pas conscience des enjeux symboliques qu'elle portait sur ses épaules en tant que championne, plus grande championne française de tous les temps. Si, après, enfin, si, elle sait tout ce qu'elle portait. Elle savait qu'elle avait le côté de la Guadeloupe, représentante de la France, triple championne olympique. C'est quelque chose de très fort. Peut-être justement d'où le fait de vouloir absolument se concentrer sur la performance pour Exact. pas se laisser happer par tout le reste. Par en fait. tout ce qu'il y a autour. Elle sait de tout ce qu'il y a autour parce qu'elle profitait de tout ce qu'il y a autour quand elle sortait de sa période de sport, où elle était en vacances, où elle savait que elle avait ses moments de repos, elle pouvait profiter, tout ça. Elle savait qu'une fois qu'elle était dans son sport, elle restait dans son sport. Et il fallait rien lui demander plus. C'était je performe, point. Et c'est par souci de concentration, Concentration et par désir sur... de ne pas ouais. se faire instrumentaliser et être un objet de folklore Et éventuellement. en plus, en tant que triple championne olympique, au début championne olympique en 92, elle sait qu'il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas de nombreux champions olympiques en athlétisme français. Donc forcément, elle est forcément happée par toutes les demandes. Et elle, non. Moi, ma demande, qu'on me demande, c'est de performer sur la piste. Je ne suis pas là pour répondre à toutes les demandes 24 heures sur 24. J'ai un agent, il s'en occupe. Et si j'ai le temps et je peux, je réponds aux sollicitations. Elle était sur la concentration sur ses performances. D'accord, merci beaucoup pour Ouais. toutes ces informations très riches. Sophie, toi qui es de l'autre côté, j'allais dire, du miroir, en tant que spécialiste qui a dû recevoir ou être confronté à ces problématiques de santé mentale qui touchent les sportifs ou d'autres personnes, quel est ton regard à la fois sur ce qu'elle dit et sur la communauté, le rapport à la santé mentale, s'il te plaît? Alors, elle parle de burn-out. Ouais. Elle en parle. Elle parle de blessures. Elle parle de la mort de son père. Elle a quand même le soutien émotionnel de sa mère. C'est ça? Toujours, ouais. Elle a le soutien émotionnel de ses compatriotes dans le c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as le soutien de ton entraîneur? Oui. Ouais. J'ai toujours le soutien, que ce soit pendant et après ma carrière. Toujours. Ouais. Ok. La mort de ton père intervient Un an avant les Jeux. 1 an avant les Jeux, Ouais. mais avant ou après la blessure? Ah oui, bien avant. Bien avant. Ouais, bien avant. Mon père est décédé en 2003 et j'ai eu ma blessure en 2005, après les championnats du monde. Et la conclusion qu'a eu mon deuxième coach, c'est que Malia était fatiguée. Malia a beaucoup pris en charge émotionnelle, charge physique, et elle avait besoin de repos. Mon deuxième coach a dit, mon premier coach, Malia doit se reposer après les championnats du monde. Ça faisait 4 ans que j'étais à l'INSEP, où je m'entraînais, c'était 40 heures d'entraînement semaine. Ça faisait beaucoup. J'avais besoin de repos. Et lui, il avait dit non. Qui a dit? Le premier coach. Ok. Et c'est là que je me suis blessée. C'est ça. D'accord. Et je pense, ce qui pourrait être aussi intéressant dans cette discussion, c'est de savoir, est-ce que, en écho à mon introduction, la dimension ethnique ou raciale pèse dans le développement ou dans la santé mentale, que ce soit d'un sportif du haut niveau, que ce soit un adulte vivant dans un univers où il est minoritaire. Est-ce que, en tant que Sophie, en tant qu'accompagnatrice, j'imagine d'un certain nombre de personnes, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte, selon toi? Oui, parce que la personne noire n'est pas fatiguée. Elle n'a pas besoin de faire le deuil de son père. Elle n'a pas besoin de prendre de congé. Elle va bien. Tout va bien. Pourquoi est-ce que vous voulez un arrêt? D'accord. Vous allez très bien. Alors juste, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'on entend par santé mentale? Parce que souvent, quand on parle de santé mentale, les personnes se représentent tout de suite la schizophrénie. Voilà, on est dans Côté clinique. C'est ça, voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait définir, histoire que tout le monde comprenne de quoi on parle là? Alors là, on parle de burn-out. Oui, là, c'était pour... oui. On est vraiment dans l'épuisement. Elle arrive à un moment d'épuisement. Donc, santé mentale, c'est se sentir bien dans sa tête, hein, tout simplement. Hein. Je prends des termes simples. À un moment donné, on occulte le côté mental. On occupe un peu le côté mental.
le côté est-ce que je me sens bien? Et dans la communauté noire, on voit que les personnes, qu'elles se sentent bien ou pas, continuent jusqu'à l'épuisement. Et c'est quelque chose de normal chez nous. Et d'où est-ce que ça nous vient? Est-ce que ce sont des retombées, justement, comme il le disait dans son introduction, de la violence qu'on a connue dans la colonisation, l'esclavage, qui faisait que quelque part, on n'avait pas le choix. On était dans un système de survie. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans notre ADN parce que moi, j'ai la sensation aujourd'hui qu'il y a surtout un manque de connaissances à ce niveau-là, en fait. Il y a un manque de connaissances à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'après... Alors, je sais que beaucoup de personnes diront, oui, vous jouez les victimes, etc. Mais on ne joue pas les victimes. C'est un sujet très, très sérieux. Et si on part de la colonisation, est-ce que quelqu'un a eu des jours de repos Non, de cette colonisation? très peu. Tu vois. Dimanche, peut-être. Pour aller à Encore. l'église, Pour aller à l'église, ouais, je crois. Non, mais encore, tu vois, mentalement. Donc, la réponse est là. Est-ce qu'on a pu se reposer de ces 400, 500, 600 ans de travail forcé? Non. Donc, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui nous a été transmis génétiquement? Oui. J'ai encore ma propre mère, désolée maman, mais qui est là en train de dire « Ah, mais je comprends pas, vous êtes toujours fatiguée, vous êtes fatiguée, enfin, je comprends pas. » Et là, je lui réponds « Mais oui, maman, tant que je ne me retrouve pas à l'hôpital sous perfusion, je vais très bien. » Et en fait, on s'inquiète à partir du moment où on a quasiment plus d'espoir, quoi, tu vois. Là, à partir de ce moment-là, c'est grave. Et quand je parle à certaines personnes de la communauté, parce que chez nous, c'est très fréquent, surtout chez les hommes, d'avoir des pertes de mémoire, arrivé à un certain âge, à cause des traumas. Mais est-ce qu'on sait qu'on a vécu des C'est une perte de mémoire qui fait qu'on oublie quoi? Et ça reste dans les gènes, en fait. C'est ce qu'on souhaite. Des fois, on l'oublie. Ça peut se transmettre parce qu'après, ça va jusqu'à l'Alzheimer. On oublie ce qu'on a fait de mal dans notre vie ou juste qu'on Non, de façon aléatoire? Non. Je peux avoir eu une conversation avec toi hier soir. Ouais. Et le lendemain matin, tu t'as complètement oublié. En fait, tu as complètement zappé qu'on a eu une conversation. Pourquoi? Parce que mentalement, tu es complètement t'es chargé. Tu as plein de choses à gérer. Et tu as complètement oublié qu'on avait eu cette conversation. J'ai oublié d'aller chercher le petit à l'école. J'ai oublié de payer la cantine. J'ai oublié. Et donc, ça crée des conflits, tu vois, dans le foyer. Et ça, c'est plus particulièrement chez les hommes de la communauté, c'est ça? Non, pas forcément plus particulièrement, mais on voit dans la communauté. Okay. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nos hommes ont vécu des traumatismes, mais n'ont pas pris de jours de repos. Justement, j'en prends précisément. Est-ce que vous avez observé, Sophie en particulier, ainsi que Geneviève, une différence dans le rapport à la santé mentale entre les hommes afro et les femmes afro? Est-ce que les femmes seraient plus ouvertes à reconnaître leurs faiblesses que les hommes, ou alors c'est indifférencié, chacun doit être un warrior coûte que coûte? Il y a plus d'efforts du côté des femmes quand même. Les femmes s'écoutent plus, les femmes sont plus dans l'émotionnel, donc elles seront plus sensibles à ça. La femme, c'est la mère, c'est celle qui s'occupe de ses enfants, c'est celle qui a quand même un œil et qui ressent aussi intuitivement les choses, mais l'homme est tellement toujours dans l'action et dans l'ego qu'il fera un déni. Il est prisonnier de l'image qu'il veut avoir plutôt que de se regarder dans une glace. Il fera un déni. Ok. Ouais. Geneviève? Pour ma part, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Sophie, dans le sens où la femme afro surtout, elle porte énormément sur elle. Elle a une charge mentale qui est énorme. On a tendance à s'occuper de tout le monde et parfois on s'oublie. On s'oublie, donc même si on va voir que l'autre, parce que tu as dit qu'on s'occupe de tout le monde, donc on voit ce qui se passe chez l'autre, mais est-ce que pour nous, on va voir qu'il y en a un problème en fait. Et même quand on l'a, est-ce qu'on ne va pas l'occulter parce qu'on doit s'occuper des autres? Et ça, c'est quelque chose que vous constatez plus chez les femmes que chez les hommes? Chez la femme, oui. Le fait de donner plus d'énergie pour s'occuper des autres, oui. que soi-même. Oui. Alors attention, dans ma réponse, je dis que la femme a plus de capacité à demander de l'aide.
Ah à aller oui, par se contre, faire oui, aider, c'est vrai que à oui. aller À faire une reconnaître, démarche. à reconnaître sa souffrance. Voilà, aller faire une démarche en tout cas que les hommes. Donc Alors, l'homme, lui, C'est vrai, effectivement. Et j'ai remarqué, après, je ne sais pas si c'est vérifié dans vos suivis, mais que les hommes ne s'autorisent pas aussi. Ne serait-ce quand tu leur parles de sentiments qu'ils ressentent, c'est comme si de quoi tu me parles. Voilà. Et ça se voit même sur le plan spirituel. Quand on leur dit, bon, bah, il va falloir que tu te connectes à toi. Oula. Ah, tu me parles trop. Non, mais ça, c'est un truc de fille. Moi, la connexion, c'est pas comme ça. Voilà. Si, ça passe par là. Et c'est pour ça que certains hommes, dans la spiritualité, ils ont l'impression que, mais oui, pour vous, les filles, c'est plus facile. Vous êtes déjà plus connectés. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'au bout d'un moment, il faut que vous vous réappropriez le fait de ressentir, d'avoir des sentiments. Et c'est pas une faiblesse. Et j'ai remarqué aussi, dans la communauté, la santé mentale égale faiblesse. C'est-à-dire que si tu te sens pas bien, tu n'y arrives pas, là, on est encore dans le léger. Mais quand après, tu commences à manifester des symptômes, c'est-à-dire que là, perte de mémoire, tu commences à te dissocier un peu, il y a des choses, tu peux entendre certaines voix et tu as l'impression que, oulala, c'est quoi ce délire, je veux pas. Donc ça peut aussi donner des comportements addictifs, le fait de fumer, le cannabis, tout ça, on sait aussi que ça peut augmenter justement l'effet. Eh bien, c'est... Tu peux dire. Comment? La paranoïa. Pas la paranoïa, il peut y avoir... C'est ça, quels sont les symptômes qui font que tu peux remarquer qu'à un moment donné, tu as peut-être des problèmes de santé mentale? Parce que c'est pas facile de porter un regard sur soi-même. Donc, quels sont les premiers symptômes qui peuvent apparaître à ce niveau-là? Pour que la personne elle puisse reconnaître qu'elle a un problème de santé. Ouais. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on définisse, parce que rien que le fait déjà de se sentir surchargé, à partir de là, tu te sens surchargé. Tu as l'impression que ton quotidien, c'est compliqué. Et que, par exemple, là pour les hommes, et qu'en tant qu'homme, tu as tellement de responsabilités, il faut que tu gères tout. C'est compliqué, des fois tu es stressé, mais tu ne t'autorises pas à en parler. Même si tu peux avoir une compagne qui te dit « mais dis-moi, etc. » Non, j'en parle pas parce que si je dis, elle va me voir pour un faible et donc je vais perdre ma place d'homme, ma virilité, etc. Eh bien, tu rentres dans quelque chose et en fait, ça s'installe justement par rapport à ça. Et aussi, et moi je le dis, j'ai l'impression qu'on n'éduque pas non plus les garçons à ressentir et à se connecter avec leur corps et par rapport à ce qu'ils ressentent. Et donc, ça va se manifester et ça peut se développer. Il peut y avoir des grosses crises qui donnent après le côté clinique, etc. On parle de psychiatrie, mais même là, la psychiatrie, pour moi, on lui donne on a un mauvais regard dessus. C'est vraiment quelque chose d'atroce qui fait peur. Et là, limite, on peut rien y faire. Il faut mettre des médicaments, on peut pas gérer. Et c'est un peu compliqué. J'aimerais revenir sur la question de Louis, qui me semble être la question dominante concernant en tout cas les hommes afro, essentiellement ceux qui vivent et qui grandissent en Occident, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, qui grandissent pour la plupart d'entre eux dans un cadre, dans le ghetto, on va dire les choses. Et comme tu l'as soulevé, beaucoup de nos comportements dans le ghetto, de l'œil extérieur, relèvent d'une forme de folie, mais nous, à l'intérieur, comme on le pratique tous, on ne le perçoit pas comme tel. Le rapport à l'hyperimpulsivité, à la colère immédiate, certains rappeurs le disent, je marque les deux doigts dans la prise, c'est-à-dire que peut-être sans même le savoir, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, on s'enferme dans une forme de folie, mais qu'on a tellement banalisé qu'en définitive, on n'y voit aucun problème. Et pire, la normalité perçue après comme une faiblesse, comme un truc de blanc. Est-ce que ça, vous l'avez constaté en tant que femme ou pas? Dans vos professions? Alors des hommes, alors moi je vais dire ce que j'ai constaté. Donc j'ai des hommes les hommes qui sont venus me voir ont été ravis. Pourquoi? Parce que c'est la première fois en fait qu'ils parlaient de leur expérience et souvent ils ne savent pas, ils font des crises d'angoisse et on ne met pas de mots sur ce qu'on vit. On vit, mais on ne pose pas de mots sur ce qu'on vit. Donc peut-être que tu fais des crises d'angoisse, mais tu le sais pas. On va dire mais non. C'est pour ça que je demande comment ça se manifeste. Mais ça se manifeste l'angoisse, a priori, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à respirer. Enfin, on sait comment, mais apparemment, il n'y a pas que ça. Alors. Ça démarre par le stress, comme elle expliquait, la charge. J'ai pas payé le loyer depuis 3 mois, mais je peux rien lui dire. Donc, je garde tout pour moi, je n'en parle à personne.
le fait de ne pas pouvoir exprimer sa vulnérabilité, parce que être un homme noir, exprimer sa vulnérabilité, est-ce que ça m'enlève mon côté masculin, tu vois? Et comme elle va me voir, j'ai même des hommes qui m'ont dit, mais nous, en tant qu'hommes, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Elle va me regarder avec des yeux. Ce regard sera insoutenable pour moi. Donc, je ne peux pas en parler, tu vois, je n'en D'où parle pas. l'expression de négro fragile. La fameuse expression. Oui. C'est un peu ça. C'est Mamadou Sakho que j'ai vu vraiment, le premier homme noir que j'ai vraiment vu pleurer publiquement lorsqu'il exprimait, lorsqu'il parlait de son histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, un homme noir, lorsqu'il est vulnérable, il exprime son identité, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas comme ça? Parce que la seule image, hélas, que l'on a à travers les médias, notamment de l'homme noir, c'est Ngannou, le sportif, c'est Booba, le rappeur, c'est les véhicules, les vecteurs d'hyper-virilité d'une part, et d'autre part, la faiblesse dans une partie de notre communauté, en particulier celle issue du continent. Tout de suite, la moindre faiblesse mentale est rattachée à la fonction du marabout, du sorcier. Enfin, on réduit ça à quelque chose de mystique, à une malédiction, et donc de laquelle on veut se tenir éloigné. Donc il y a ces deux dimensions-là. Aussi, il y a la dimension sociale en France, le ghetto, et puis il y a la dimension, entre guillemets, traditionnelle africaine qui, in fine, quand on additionne ces deux paramètres, nous enferme dans un déni absolu. D'accord, mais être fort physiquement, mais pas mentalement. Parce que moi, c'est ce que je retiens. Et c'est ce que j'expliquais à un père de famille. Je lui dis, mais là, en le frappant, tu le tapes, tu le réprimandes, tu le tapes, mais tu lui dis rien. Je ne sais pas pourquoi, mais tu l'affaiblis mentalement. Pourquoi? Parce que tu l'humilies. À aucun moment, tu lui dis, c'est bien mon fils, ce que tu as fait, c'est bien. Mais par contre, tu le frappes. Tu vois, donc l'enfant, qu'est-ce qu'il retient? Je fais honte à mon père, j'ai honte de moi, mon estime de moi est complètement bafouée. Qu'est-ce qu'il reste? Donc je dois rester fort physiquement, mais mentalement, je régresse. Et arrivé à un certain âge, qu'est-ce qui reste? Et donc la vulnérabilité, c'est quelque chose pour vous que l'on doit montrer? Parce que je pense qu'on est beaucoup d'hommes à se dire, mais quel est l'intérêt? Dans le cas de Sakho, C'est la pleurer, communication, je pense. Savoir. pleurer, tous les hommes, je pense qu'on est tous là à se dire, mais je vais pas pleurer, quel est l'intérêt, vraiment? C'est dire. C'est se libérer aussi. C'est exactement. En fait, Ah ouais? on dire. On garde des choses sur nous et on s'alourdit. Ouais. Et à un moment donné, ça va, comme une cocotte, ça va péter. En privé, d'accord, mais le montrer. Mais même en privé. Hein. En privé, vous n'osez pas. Non. On le dit à Faut vraiment personne. y aller. Faut vraiment, à la limite, t'as quelqu'un qui est mort, que t'étais proche, et là, ça va peut-être couler un peu, mais il faut se reprendre tout de suite. Voilà. Mais concrètement, ça a des impacts beaucoup plus importants que ce qu'on pense. Et même ce que ce soit chez les hommes et chez les femmes, bon, on va peut-être être un peu plus parce que la société nous a dit que nous, comme on était émotionnels, en gros, une femme qui pleure, bon, C'est normal. voilà. Donc à la limite, on surfe dessus et donc on peut se permettre de dire ce qu'on a envie de dire. Et ce qui va faire dire à certains qu'on a la bouche, mais c'est surtout ça qu'on exprime. Mais l'homme, il va pas le dire. Et ça va avoir des conséquences à la fois physiques, mais physiquement, à un moment donné, à force de garder, ça va développer des problèmes de santé. C'est-à-dire que symptomatiquement, il va se passer un truc. Votre corps va commencer à exprimer des douleurs, des dysfonctionnements. Ça va se ressentir dans votre corps. Vous allez le ressentir. Énergétiquement, parce qu'avant que ça arrive physiquement, il faut savoir que ça s'est déjà passé plus haut. Ça arrive énergétiquement. Énergétiquement, quand je parle d'énergie, on va peut-être penser que, oh là là, de quoi elle nous parle? L'énergie, c'est un truc qu'on ressent tout le temps. J'aime bien donner cet exemple. Quand vous rentrez dans une pièce, les gens ne vous connaissent pas, vous ne parlez pas. Vous rentrez dans une pièce et que vous êtes de mauvaise humeur. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas parlé. Mais il y a un truc qu'on communique les uns avec les autres. C'est ça, énergétiquement. Et dans l'énergie, il y a énormément de choses qui se passent. Et quand on est décalé, désorienté, ça peut agir sur le mental. Et ça désaligne la personne. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des décalages, même des fois avec la réalité. Et quand c'est fait à répétition, ça peut donner de la maladie qu'on dit psychiatrique. Et ça, dans notre paradigme africain, quand on est en naturopathie africaine, puisque c'est des études aussi que j'ai fait, et que j'ai appris en parlant avec les tradipraticiens, etc., c'est quelque chose que nous, on prend en compte. C'est-à-dire qu'à la base, chez nous, c'est pas un truc c'est pas un truc tabou, c'est pas un truc dont on parle pas, puisque ça fait partie de notre médecine.
Et dans notre médecine, on doit considérer ça. Et on considère l'aide pas seulement physiquement chez nous. On considère l'aide physiquement. Chez nous où? En Afrique, aux Antilles aussi. Ah. Alors moi, je parle des Antilles parce que je suis de la Guadeloupe et j'ai pas la prétention d'avoir été au Brésil et tout, pas encore. En tout cas, physiquement, pas comme ça. Mais on prend en compte l'être dans sa globalité. Et la globalité chez nous, c'est physiquement, il se passe quelque chose. Énergétiquement, il se passe quelque chose. Spirituellement. Et dans spirituellement, quand tu parlais de marabout, c'est vrai que les gens ont tendance à rapporter ça aux sorciers ou aux mauvais esprits. Mais il y a aussi, dans le mauvais esprit, il y a l'esprit, certes, qui se manifeste, etc. Et avoir un esprit qui se manifeste, excusez-moi, les gens ont toujours l'impression que c'est un truc qui va passer, qui est noir et qui flotte dans l'air. Non, voilà, sachez qu'un esprit peut juste passer et vous donner une idée dans la tête. Voilà. Il faut aussi qu'on se réapproprie nos trucs et tout. Et donc, j'invite tout le monde à se réapproprier sa culture, ses traditions et revenir à sa spiritualité pour comprendre et prendre du sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, spirituellement, ça a un impact. Et ça donne après des personnes qui vont manifester des comportements. Mais après, quand arrive la naissance, l'enfant, la conception de l'enfant, il faut savoir que ça se transmet. C'est-à-dire que l'homme, il va transmettre quelque chose, mais la femme aussi. C'est-à-dire que la femme, de la même manière, va le développer. Et dans le ventre lui-même, sachant que l'enfant, il est dans de l'eau. L'eau, c'est hyper... ça enregistre tout, ça garde tout. C'est-à-dire qu'il y a un trauma, un truc, quelque chose, dans le ventre, c'est là. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui naissent et très tôt commencent à développer de l'agitation. On dit, mais c'est quoi cet enfant? Il a un problème, il a un esprit. Non, dans quel état tu étais quand tu étais enceinte? Tout à fait. Et c'est pour ça que chez nous, il y a la considération de la femme, elle est enceinte, on doit la protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est faible, c'est parce qu'on sait l'importance et l'enjeu de la protéger parce que derrière, on a un enfant qui arrive. Et un enfant qui se porte bien, c'est une future communauté qui se porte bien et qui est capable d'être dans l'éducation, la lecture, etc., comme tu aimes en parler. Quand j'en parle pas, on me demande d'en parler. Non, je te demande pas d'en parler, mais je fais le très j'en profite, voilà. Et donc c'est ça, c'est-à-dire avec quoi on part déjà pour pouvoir être en capacité de faire ça. Et tant qu'on l'a pas compris, et c'est pour ça que dans la communauté, la pensée positive, les gens ils sont tu veux être positif, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est justement parce que la santé mentale, c'est le fait de se sentir bien. Et se sentir bien, c'est pas se répéter toutes les 2 secondes qu'on est pourri, qu'on est la dernière communauté, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est les derniers nés on est les derniers du monde entier et penser qu'on va aller mieux en se disant ça. Foutaise. Est-ce qu'on peut se sentir bien en développant, comme certains le font encore aujourd'hui, le devoir de mémoire en s'identifiant uniquement à des descendants d'esclaves? Non. Et justement... Il faut évoluer. D'ailleurs, on se dit, nous, on est des descendants d'esclaves. Il faut arrêter ici. Hein. On n'est pas des descendants d'esclaves. On est des descendants de nos aïeux, nos ancêtres. D'accord? Et c'était certainement pas... C'était des hommes qui ont été réduits en esclavage. À une époque. À une époque qui a duré finalement sur carrément l'humanité et la terre, etc., qui a duré qu'un court temps. Et avant ça, il y avait des royaumes et il y avait une considération justement de l'être dans toutes ces dimensions. Et là, aujourd'hui, et quand on parle de ça, on a l'impression que nous, ah ouais, non, mais toi, t'es dans ton truc, laisse tomber, t'as rien compris, ça va pas nous faire avancer, regarde, s'ils étaient si puissants, on n'y serait pas. Justement, après, il y a le cycle d'Abi, je vais pas rentrer là-dedans. Mais là où moi, ce que je trouve un peu, c'est que quand, par contre, dans la communauté, dans l'Occident, quand ils nous ramènent ça, la sophrologie, la méditation, on trouve ça chic. Ah oui, moi j'ai mon énergéticien, etc. Mais sache que chez toi, ça se fait, c'est juste que tu connais pas. Ou tu lui donnes un aspect négatif, diabolisé. Pas du tout. Si tu t'intéresses vraiment à ta communauté, si tu t'intéresses vraiment à ton peuple, tu vas découvrir qu'il a énormément de richesses et que d'ailleurs, il continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui toutes les sciences qu'on a aujourd'hui. Mais ça, si tu le sais pas, tu vas continuer à penser que tu es en retard. On n'est pas en retard. C'est toi qui n'es pas au courant que ton histoire, elle est là. Et la santé mentale, clairement, c'est une conséquence de ça. Et il faut qu'on se réapproprie qui on est parce qu'il faut réaligner. Et il y a un monsieur, je suis longue. Dans la... C'est intéressant. C'était plus qu'intéressant. Ça a permis déjà aux uns et aux autres de comprendre que tu maîtrisais sur le bout des doigts ta science, ton savoir, et que toute notre communauté méritait d'en tirer profit réellement. Donc nous, on a pris tous plaisir, et je pense que les spectateurs également, nos frères et sœurs, parce que là, tu as mis la lumière sur quelque chose qui était quasiment inconnu. Tous ces éléments-là, donc non, tu n'as pas été trop longue. Tu as dit ce qu'il fallait dire et ce qu'on avait besoin d'entendre. Ça, c'est une première chose. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici. Sinon, je pense que je t'aurais coupé.
Tu peux tu peux me faire confiance là-dessus. J'ai eu des recommandations très claires à ce sujet. Alors, est-ce que je peux donner un exemple? Je t'en prie. Il y a un monsieur, alors je suis désolée, moi j'ai problème avec les noms, etc. Mais c'est un monsieur sur le continent. Une fois, je suis tombée par hasard, mais comme le hasard fait bien les choses, sur ce documentaire. Un monsieur sur le continent. Il faisait comme ça les rues, etc. Et il prenait tous les enfants ou toutes les personnes qui avaient un problème psychiatrique et qu'on avait laissé parfois à l'abandon. Donc, il les reprenait dans son institut. Et qu'est-ce qu'il faisait pour soigner les personnes qui avaient des problèmes psychiatriques où on dit que c'est pas possible, on ne pourra jamais gérer? C'est les personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui soignent les personnes qui ont un problème psychiatrique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de problème psychiatrique. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, moi, je dirais pas une méconnaissance, une ignorance profonde de qui on est et de nos capacités. Et du rôle de la communication. Et du rôle de l'union, en fait. De l'union, de la compassion, de l'écoute, de la considération de l'être avant tout. Voilà. Merci. Et qu'en est-il de la gestion de la colère? Ben, moi, c'est ce qui m'a transporté pour aller chercher ma médaille. Merci. Ouais. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Quand j'ai fait 4e au 100 mètres nage libre, mes premiers jeux à Athènes, à 12 centièmes, dès que j'ai vu le chrono, que j'étais à 12 centièmes derrière celle qui avait fait 3e, j'ai fondu en larmes. J'étais en colère parce que sur ma course, les 25 derniers mètres, j'avais décidé de ne pas respirer du côté des adversaires qui étaient au centre, les plus fortes, mais de l'autre côté pour soi-disant me concentrer sur ma course. Et je me dis que c'est ma faute. J'ai fait une faute. J'ai fauté. Donc j'étais en colère. Et je me suis dit, il me reste encore une course et que je devais me battre pour y aller et aller chercher une médaille. Donc, je suis passée la zone mixte, la zone où on dit, la zone de tous les journalistes, où il faut passer. J'ai dit non, je ne suis pas prête mentalement et physiquement pour passer cette zone mixte. Donc, ils attendront les journalistes. Je vais d'abord me concentrer et voir avec mes entraîneurs, récupérer un peu mentalement et physiquement avant d'aller voir les journalistes. Et ils sont venus me voir en me disant, Malia, il faut vraiment aller les voir. Mais j'avais eu besoin de ce temps pour moi, pour me dire, mais ça y est, je sais, j'ai fauté, mais je suis capable de. Et en fait, je suis allée voir les journalistes après, je leur ai dit, je leur ai débuté, voilà, il me reste une course. Et je vais aller chercher une médaille. Ben justement, là, c'est intéressant, vous l'avez très bien dit. Vous avez dit, c'est la colère qui m'a fait aller chercher ma médaille. Mais dans ce que vous dites et quand vous décrivez le processus, c'est pas vraiment la colère. La colère, ça s'est manifesté. Mais quand vous vous êtes dit, non, moi, je suis capable. Vous êtes estimé et là, vous êtes revenu. Oui, donc, en fait, c'est pas la colère. C'est bien se sentir capable. Il y a une transformation de la colère en quelque chose qui est quelque chose de... Exactement. Parce que c'est un sujet qui caractérise bon nombre d'entre nous au sein de la communauté, et pas que dans un cadre sportif ou professionnel, mais également en couple. Nous avons une très mauvaise gestion de la colère. Des personnes qui s'aiment de façon très forte peuvent faire voler tout en éclats parce que la colère les emporte, et un mot dépassant un autre, sur lequel on ne peut plus faire machine arrière, ce qu'on appelle franchir la ligne rouge. Et là, je parle que des mots. Parfois, ça en vient en geste. Donc, en guise de conclusion, hélas, le temps est tellement court et c'est tellement intéressant ce que vous avez dit. Si vous deviez adresser une suggestion au nôtre quant à la façon de gérer soit la colère ou soit l'angoisse, les deux extrémités de la santé mentale, ce seraient lesquelles, s'il vous plaît? Face caméra. Moi, je dirais en parler. C'est le premier. En parler, c'est assez souvent le plus compliqué pour les personnes, parce qu'ils te disent, j'ai un ego, je ne peux pas en parler, ça va montrer que je suis faible, on en a parlé tout à l'heure. C'est en parler, c'est le premier geste. Très bien, merci. Moi, je dirais, allez consulter une personne qui peut vous aider pour pouvoir libérer cette colère, libérer ce stress, ces peurs aussi, qui génèrent la colère chez vous. Merci. Donc moi, je dirais plutôt comme Malia, apprendre à en parler. Parce que je pense que notre gros problème, c'est pouvoir mettre des mots M-O-U-T-S sur les mots M-A-U-X.
On a vraiment cette incapacité. On doit s'améliorer sur ça pour pouvoir exprimer correctement ce qu'on veut, ce qu'on ressent au fond de nous et se libérer ainsi. Merci. Oui, moi je dirais de ne pas hésiter à aller consulter, d'accord? Et pour aller consulter, faites en sorte de vous sentir bien avec le professionnel. Si vous ne vous sentez pas bien, ça ne sert à rien, ça va pas vous aider. Il faut vraiment vous sentir bien. Mais allez consulter. Et allez consulter dans la communauté, il ne faut pas croire que c'est un truc de blanc. Chez nous, on le fait aussi en fait. C'est quelque chose qui est une pratique qui vient de chez nous. Donc, aucune honte à le faire. Au contraire, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve que vous évoluez. Merci. Quand j'ai démarré ma carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai essayé de convaincre un psychologue de travailler pour... Enfin, j'ai essayé de le convaincre de travailler pour lui. Ça n'a pas fonctionné, mais en revanche, il m'a donné quelques conseils par rapport à son expérience. Et ce qu'il m'a dit, c'est que toute personne a besoin d'aller consulter. Il ne faut pas attendre d'être fou pour le faire. Tout le monde a besoin de se nettoyer. Et ce que je remarque à travers cette conversation, c'est que manifestement, les symptômes sont différents chez tout le monde. Donc, si tu as la sensation d'avoir des problèmes ou si tu n'en as pas, aller consulter quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça va juste te permettre d'être écouté, de voir là où tu en es. Et peut-être que ça va te permettre de pouvoir t'élever. Donc, let's go! Alors, c'était tellement riche. Moi, je vais me permettre de rajouter un petit élément, bien que ça ait déjà été mis sur la table en guise de notice. La communication, encore la communication, mettre des mots sur ce que l'on est, sur ce que l'on ressent, notamment concernant les hommes, le langage affectif, le vocabulaire affectif, c'est quelque chose qui nous fait grandement défaut. Et aussi longtemps qu'on ne met pas des mots sur des émotions, on reste prisonnier de ces émotions. Qui ne maîtrise pas ses émotions, qui ne maîtrise pas ses nerfs, ne peut pas maîtriser sa vie. Et pour maîtriser ses émotions, le meilleur moyen, ce n'est pas le seul, c'est d'abord maîtriser le langage et ensuite aller consulter si véritablement on a des problèmes qui sont d'ordre plus profond, qui relèvent de la famille, qui relèvent de quelques troubles que ce soit. Alors les funérailles des tabous, comme vous le constatez, on aborde différents sujets, géopolitiques, psychologiques, religieux, rien ne manque. On essaye d'y mettre à chacun notre pierre à l'édifice, de mettre du grain à votre moulin de la réflexion. L'objectif n'étant pas de traiter la totalité de façon exhaustive, c'est pas la prétention. L'objectif, c'est de déclencher en chacune d'entre vous, le goût de la réflexion collective pour agir, pas de manière purement théorique, pour l'action, en apportant à votre connaissance des parcours d'exception, des spécialistes, afin de vous rappeler que nous sommes ici ou là des graines d'excellence, mais avant tout des graines de transmission. Nous savons que le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est surtout ensemble, autour d'une table, que l'on va loin et au-dessus de notre émotivité autodestructrice, là où nous attend notre émancipation. Les funérailles des tabous, c'est votre émission. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, de surcroît de façon constructive. C'est notre carburant. À très bientôt. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, les funérailles des tabous ne se contentent pas d'être une émission. Elle incarne un hommage vibrant au passé de nos ancêtres afro, une lueur d'espoir pour le présent de nos compatriotes et une sauvegarde cruciale pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous vous adressons un appel du cœur. Nous devons être les gardiens de notre histoire, les narrateurs de notre propre récit. Les médias traditionnels ne le feront pas pour nous. Ils ne montreront pas la beauté de notre communauté sous sa véritable lumière. C'est à nous, pour nous, que les funérailles des tabous s'efforcent de redonner une voix, une représentation authentique et positive. Nous avons donc besoin de votre soutien financier. C'est une invitation à la mobilisation. C'est en unissant nos forces et en faisant preuve de solidarité financière que nous commencerons à écrire une nouvelle page de notre histoire. Car c'est ensemble que nous construirons un média plus équitable et fidèle à la richesse de notre communauté afro.